Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-président délégué des LR, chef de file des eurodéputés Les Républicains. Sébastien Lecornu a certes un petit mois de retard, mais il tient sa promesse, donner à la France un budget, certes par 49.3, par des élucubrations et des concessions, mais il va sans doute y arriver. Les motions de censure n'ont pas été suivies par votre groupe, ni par le PS. La France continue donc d'avancer, mais quelle place a-t-elle dans une Europe où Ursula von der Leyen semble être la patronne et dans un monde où les empires grossissent et menacent? Quelle perspective à court et moyen terme, y compris dans votre famille politique? Y a-t-il un homme ou une femme providentielle pour 2027? Et puis nous aborderons également la fin de vie. Le texte a été grandement remanié au Sénat. Pour vous interroger ce matin, Clémence Lemestre des Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. L'image de la semaine, François-Xavier Bellamy, c'est Emmanuel Macron et ses lunettes de soleil au sommet de Davos. Comment interprétez-vous ces lunettes? Parce que même si ça peut paraître anodin, il n'y a jamais rien d'anodin avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous trouvez que d'une certaine manière, la France s'est retrouvée abîmée par ce geste? Pardon Pierre de Villeneuve, mais je ne suis pas sûr que des lunettes de soleil soient vraiment l'image de la semaine. Donald Trump a immédiatement moqué le président français comme il a l'habitude de le faire. Le président des États-Unis moque le président. Est-ce que la France est abîmée par ne serait-ce que les remarques de Donald Trump? La France est d'abord abîmée par le décrochage dans lequel elle plonge depuis des années maintenant, par son impuissance à maîtriser ses frontières, à maîtriser son budget, par son incapacité à peser sur le destin du monde, parce qu'en réalité, elle est, et je le vois tous les jours dans le travail européen, la France est aujourd'hui profondément discréditée, y compris par le fait qu'elle soit incapable de rétablir ses comptes. Un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui ne peut pas ensuite se faire entendre à l'échelle ni de l'Europe, ni du monde. Et donc ce qui abîme la France, c'est d'abord cela, et je crois que le plus important n'est pas d'abord de considérer la surface, mais la profondeur. En profondeur, je pense que les Français sont bien plus préoccupés par ce déclassement du pays que par le fait qu'un président de la République, qui d'ailleurs en réalité occupe le devant de la scène pour encore quelques mois, mais qui n'a plus aujourd'hui le président américain lui a fait remarquer. Emmanuel est là encore pour quelques temps. Mais tout le monde le sait, et donc le fait qu'il porte des lunettes de soleil me paraît relever plutôt de l'anecdote que de l'essentiel. Mais justement, vous avez évoqué la profondeur des choses. On a parlé depuis 25 ans en fait de la faille atlantique, c'est-à-dire des deux parts de l'Occident qui se détachent l'une de l'autre. Est-ce que vous avez l'impression, suite à la présente séquence, donc les tarifs, Davos, le Groenland, avez-vous l'impression que cette faille est en train de se radicaliser au point de devenir irréparable? La vérité, c'est que les Européens, le continent européen, touche du doigt son immense vulnérabilité. Parce que pendant plusieurs décennies, et c'est effectivement du temps long que nous parlons, pendant plusieurs décennies, la plupart des pays européens ont fait reposer leur sécurité sur une seule chose, la protection des États-Unis. Au sein de l'OTAN, nous n'étions pas en réalité les alliés des Américains. Les Européens étaient les vassaux des Américains, et ils étaient nos suzerains. Et la vérité, c'est que nous payons aujourd'hui ce que coûte la vassalité. Il n'y a pas de suzerain qui ne demande un jour son tribut. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les Européens sont confrontés à cette expérience infiniment humiliante de leur dépendance absolue. Pourquoi est-ce que l'Europe ne tape pas plus du poing sur la table quand elle se fait ainsi insulter par les Américains, quand les tarifs douaniers de Trump... Mais pour une raison très simple, c'est que si le président Trump disait demain, ce dont tout le monde sait qu'il est capable, je quitte l'OTAN, l'article 5, qui nous lie dans une clause de solidarité mutuelle, n'existe plus. Vous ne bénéficiez plus de la protection militaire américaine. Ce jour-là, alors, la plupart des pays européens sont totalement vulnérables devant toutes les menaces qui peuvent aujourd'hui les cibler. Oui, mais c'est pour ça que la vérité, c'est que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que l'Europe retrouve sa place dans le monde. Tout le monde est d'accord pour dire, je le crois, que la France doit retrouver la maîtrise de son destin. C'était l'engagement que j'avais pris pour la campagne des Européennes de 2024. Maîtriser notre destin. Et je crois que ce maître mot n'a jamais été autant d'actualité. Mais la puissance n'existe pas sans les conditions de la puissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de troc territorial un peu cette semaine? C'est-à-dire d'un côté une forme de concession sous le signe d'un accord un peu étrange sur le Groenland, d'accord dans l'espace américain. En échange, nous misons sur les Américains pour nous défendre devant la Russie par rapport à l'Ukraine. Est-ce que l'Europe n'a pas concédé une forme de, sans que ça ne soit formalisé, une forme de troc territorial, à vous le Groenland, mais protégez-nous face aux Russes? En fait, la vérité, c'est que cette protection, aujourd'hui, c'est ce à quoi les Européens tiennent plus que tout. Parce que, je le redis, ils se sont dépossédés des moyens de se défendre eux-mêmes. Et quand vous écoutez les Américains,
il faut entendre ce qu'ils nous disent, parce que sur ce point, ils ont raison. Ils nous disent, vous ne pouvez plus rester les passagers clandestins de la défense américaine. Vous devez maintenant vous défendre vous-même, vous devez investir plus. Et là-dessus, ils ont raison. Mais ils ne disent pas que cela. Ils disent au même moment, vous aurez noté, parce que c'est peut-être le paradoxe chez Trump, il dit, l'Europe, franchement, vous n'êtes plus à la hauteur sur le plan militaire, mais au même moment, je ne vous reconnais plus l'Europe. Est-ce que vous n'êtes pas en train de changer, submersion démographique, changement de peuple? Et au même moment, est-ce que vous n'avez pas l'impression à ce moment que Trump envoie un message presque sous le signe de l'ami désespéré à l'Europe? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'amitié quand on entend ce que le président Trump a dit de l'engagement des soldats européens en Afghanistan. Et je pense par exemple aujourd'hui avec un immense respect et une immense tristesse aux 90 soldats français qui sont morts en Afghanistan parce que les Américains avaient demandé l'aide de leurs alliés de l'OTAN. C'est la seule fois que l'article 5 a été activé, il l'a été à chaque fois pour soutenir les États-Unis. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui ne relève absolument pas de l'amitié. Je faisais référence à la question du changement démographique en Europe qui semble inquiéter le président américain. Mais face à ça, pardon, je termine mon point, je crois qu'il faut que les Européens, il faut que la France soit capable d'engager les bras de fer qui s'imposent. S'ils ne le font pas aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans cette situation de dépendance humiliante. Et c'est pour cela que, tout en disant aux Américains, oui, c'est vrai, nous allons investir plus pour nous défendre nous-mêmes, nous ne voulons plus être les passagers clandestins de la défense américaine, nous avons aussi le devoir de leur dire, nous allons le faire en achetant des armes que nous fabriquons nous-mêmes. Nous allons le faire dans notre propre industrie. Nous aurons notre propre stratégie de puissance. Est-ce que l'Europe en est capable? Parce qu'on a l'impression qu'elle est désunie. Et justement, vous parliez de la France et de la France qui est déclassée. On a vu là, en fin de semaine un rapprochement entre l'Allemagne et l'Italie qui vont porter eux-mêmes à Bruxelles des choses de souveraineté européenne, justement. Ça veut dire quoi? La France n'a plus son mot à dire. Emmanuel Macron est définitivement décrédibilisé à Bruxelles. On va devoir attendre 15 mois avant de pouvoir faire quelque chose. Vous vous situez comment, justement, dans ce rapprochement entre l'Allemagne et l'Italie? Je pense que d'une manière générale, nous sommes dans un moment de l'histoire qui suppose le retour des logiques de puissance. Nous devons être capables d'assumer les conditions pour décider de notre avenir plutôt que de le subir. Mais ça veut dire pour la France en particulier qu'il va falloir faire l'effort de retrouver ces conditions. On ne peut pas prétendre à la puissance quand on fait chaque année 5% de déficit sur son PIB. On ne peut pas prétendre à la puissance quand on ne produit plus rien et qu'on importe tout. C'est la situation de la France aujourd'hui. On ne peut pas prétendre à la puissance quand on a renoncé à travailler. Quand vous êtes le pays de l'OCDE où on travaille le moins par habitant sur une vie, vous ne pouvez pas être un pays de consommateurs qui a renoncé au travail et ensuite prétendre que vous allez décider et que vous allez maîtriser votre propre avenir et que vous allez pouvoir peser dans la marche du monde. Et ce qui fait que la France est discréditée en Europe, et je le vois, on a mené cette semaine un combat extrêmement rude et très déterminant pour le Mercosur, pour protéger notre agriculture française de cet accord de libre-échange. Mais ce qui fait que la France arrive très faible dans ce débat, c'est qu'effectivement, quand vous avez, pour dernier moment de gloire dans l'histoire de votre compétitivité nationale, décidé que votre grande décision collective serait d'abroger votre propre réforme des retraites, alors que nos entreprises sont déjà en train de crever sous le poids de l'excès de fiscalité, d'excès de charges, alors que nous avons la dépense sociale la plus élevée de l'OCDE, alors que nos retraites pèsent déjà pour l'essentiel de la dépense publique, c'est le premier poste de la dépense publique. On ne peut pas indéfiniment privilégier la société du non-travail et vouloir ensuite peser et décider de son avenir. Il faut parler lucidement et courageusement aux Français. Le budget va être adopté avec les voix des Républicains. Dans ce budget, il y a quand même toute une partie, c'est les entreprises qui vont payer la facture, et il y a quand même toute une partie qui est un peu des cadeaux aux retraités. Vous vous situez comment par rapport à ça? Parce que justement, vous parlez de compétitivité, des actifs, des entreprises, et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de cadeaux qui ont été faits aux non-actifs. C'est quoi la solution? On a l'impression qu'en France, en fait, on ne peut plus soutenir les entreprises et que tout est fait pour les retraités. Ce n'est pas une solution d'avenir? Moi, il me semble qu'aujourd'hui, en effet, la clé, c'est de redonner à nos entreprises la possibilité d'être compétitives dans le monde. Ce n'est pas nos entreprises, d'ailleurs. Quand on dit c'est les entreprises qui vont être taxées, en fait, ce sont les gens qui travaillent, ce sont les gens qui créent de la valeur, ce sont les gens qui créent de l'emploi en France et qui, aujourd'hui, sont punis par un gouvernement qui ne sait pas résorber les problèmes budgétaires qui sont pourtant face à lui et que tout le monde comprend parfaitement, que tout le monde voit parfaitement. Et donc, la vraie question qui nous est posée, encore une fois, je le redis, c'est est-ce qu'on sera capable, et je crois que ce sera la grande question du rendez-vous de 2027, est-ce qu'on sera capable de parler un langage de vérité aux Français et de leur dire que oui,
Il n'y a pas de fatalité à l'appauvrissement que nous vivons aujourd'hui, à ce déclin collectif, à ce déclassement. Mais Il n'y a pas de fatalité. le diagnostic, Mais si on veut s'en sortir, il va falloir travailler, renouer avec le travail et rendre de la valeur à ceux qui travaillent. Votre diagnostic, François-Xavier Bellamy, il est juste. C'est pas le sujet. Vous parliez tout à l'heure du Mercosur. On a un peu mélangé les sujets. On va revenir au budget tout à l'heure. Mais sur le Mercosur, comme sur l'Europe, comme sur la force de l'Europe, il y a une personne centrale qui est Madame von der Leyen. Elle est contestée au sein même de l'Europe. Il y a eu une censure. Elle y a échappé. Bon, est-ce que, par exemple, face à Donald Trump, puisqu'on a parlé des décisions qu'il a prises, d'une manière parfois unilatérale, est-ce que c'est la personne la plus habilitée à lui tenir tête? La vraie censure contre le Mercosur, elle a eu lieu cette semaine à Strasbourg et elle est passée. C'était la saisine de la Cour de justice que nous avons déposée et qui a gagné. Et c'était ça, au fond, le vrai grand sujet. Nous, ce qui fait que nous voulions nous opposer à la Commission européenne, c'était qu'à travers le Mercosur, après avoir pourri la vie des agriculteurs qui travaillent dans nos pays, elle les met en compétition avec des producteurs d'Argentine ou du Brésil. Et en attendant, elle veut, Mme von der Leyen, faire appliquer le traité dans l'intervalle avant même que cette saisine se fasse. Et si vous le voulez bien, François-Xavier Bellamy, on va en parler dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, à tout de suite. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Chaque matin, des millions de Français se réveillent en ayant mal au dos. Et si vous essayez le matelas Perco, le meilleur pour votre dos? Fabriqué en France, testé et validé par un laboratoire indépendant pour réduire les points de tension. Sa technologie Body Adapt s'adapte à différentes morphologies pour un alignement naturel de la colonne vertébrale. Dans les 15 premiers jours, j'ai ressenti un soulagement de mes douleurs, comme 9 utilisateurs du matelas Perco sur 10. Profitez des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes. Dès qu'une tentative d'intrusion est détectée, les agents de télésurveillance réagissent en quelques secondes et préviennent les forces de l'ordre pour protéger ce qui vous est cher. Rendez-vous sur verisure.fr ou appelez le 3110. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need. Aujourd'hui, Sophie se fait une soupe. Eh ben dis donc, on se fait plaisir. Bah ouais, je me fais plaisir, je me régale. C'est les nouveaux bols Liebig, c'est hyper bon. C'est de la soupe, quoi. De la soupe croustillante avec les petits croutons aux graines, là. Bon dîner, alors. C'est la pause déj, mais merci. Nouveau bol individuel Liebig, des soupes onctueuses et gourmandes avec des croutons aux graines. Liebig, le monde change, nos soupes aussi. Chef, un client qui voudrait du ketchup sur son turbo. L'argent, c'est compliqué à gagner, autant qu'il soit facile à épargner. En ce moment, 2,1% à l'ouverture d'un livret d'épargne Before Plus. Before Bank. Le plus beau dans la maison de Sophia et Ben, ce n'est pas la vue mer, ni la piscine, ni c'est quoi ce truc? Non, le plus beau dans la maison de Sophia et Ben, c'est qu'ils la prêtent. Échangez votre maison avec Home Exchange. Home Exchange, une toute autre façon de voir le monde. Suite au grand rendez-vous avec François-Xavier Bellamy, eurodéputé et vice-président délégué des LR. Madame von der Leyen, on en parlait à l'instant, François-Xavier Bellamy a été très étonné, très en colère contre le feu vert des eurodéputés dont vous parliez pour saisir la Cour de justice de l'Union sur le sujet du Mercosur. Et elle veut faire appliquer, alors je ne sais pas si c'est elle directement, mais en tout cas, elle voulait faire appliquer le traité sur le Mercosur dans l'intervalle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, rappelons quand même que nous avons gagné une bataille déterminante. Cette semaine, nous étions à Strasbourg avec les agriculteurs qui sont venus manifester, avec les parlementaires, les républicains, les députés, les sénateurs qui sont venus... Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, monsieur Bellamy. Oui, mais une bataille absolument fondamentale et que personne n'imaginait gagner, qui n'était pas gagnée d'avance, c'est le moins qu'on puisse dire, à 10 voix près sur 700 parlementaires. Et aujourd'hui, nous avons réussi à empêcher ce que la France, parmi les États membres, n'avait pas réussi. Elle avait été mise en minorité. Nous avons donné une majorité à la voix des Français qui s'inquiètent de cet accord de libre-échange. Maintenant, ce n'est pas la Commission européenne qui veut faire appliquer cet accord de manière provisoire, ce sont la majorité des États membres de l'Union européenne qui ont un intérêt à l'application de cet accord. Exactement. L'Allemagne, évidemment, mais pas seulement. Les pays nordiques, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Les pays européens, il faut quand même le rappeler aux Français, parce qu'on ne peut pas comprendre ce débat sur le Mercosur si on ne comprend pas la situation dans laquelle se trouve notre pays. Les pays européens sont en moyenne excédentaires commercialement. Ça veut dire qu'ils sont exportateurs. Et la clé de leur prospérité économique réside dans le fait qu'ils exportent vers d'autres pays du monde ce qu'ils savent produire. Nous sommes importateurs, nous sommes déficitaires commercialement, nous sommes devenus un pays de consommateurs. Alors oui, je crois que le Mercosur est un mauvais accord, parce que s'il fait disparaître demain l'élevage en France, quand nous aurons une crise alimentaire à affronter, nous serons démunis pour apporter à nos concitoyens de quoi simplement se nourrir. Donc oui, nous avons le devoir de sauver notre agriculture. Mais en même temps, je crois qu'il est absolument fondamental de rappeler que notre premier devoir à nous, Français, si nous voulons être entendus demain sur des sujets comme cela, c'est de retrouver notre capacité de produire, notre capacité de produire, d'exporter, de rayonner dans le monde, et donc de rendre à nos entreprises le pouvoir d'agir et de créer de la valeur. Les agriculteurs, les paysans nous écoutent, François-Xavier Bellamy. Est-ce que ce traité va s'appliquer dans l'intervalle? Non, ce traité, il est aujourd'hui suspendu. Nous aurons un débat sur l'application provisoire, mais même si cette application provisoire avait lieu... Dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Mais même si ce... Donc pour l'instant, il est suspendu. Pour l'instant, oui. Pour les mois qui viennent. Encore une fois, la solution... Mais le calendrier est important. Très important. Dans les mois qui viennent, il y aura certainement un débat sur l'application provisoire de cet accord. Mais s'il était appliqué de manière provisoire, je veux le redire à ceux qui nous écoutent, ce serait un accord de toute façon en sursis. Parce que notre objectif, il était double. Notre objectif, c'était pas de gagner une minute de plus de sérénité pour les agriculteurs. C'était pas encore 6 mois, monsieur le bourreau. Notre sujet à nous, en saisissant la CJE, c'était de rappeler que la souveraineté de nos pays ne peut pas être bafouée. Parce que la lettre et l'esprit des traités veut que les parlements nationaux puissent se prononcer sur ces accords, et la Commission leur a retiré ce droit. Donc nous allons devant la CJE pour rendre à nos démocraties le pouvoir de décider. Et la deuxième chose que nous voulions, c'était faire la démonstration qu'il y a au Parlement européen une majorité face au Mercosur. Et cette démonstration, nous l'avons faite également. Cela dit, si le traité s'applique, c'est parce qu'une majorité de pays l'auront voulu et la France n'aura pas été capable d'imposer sa voix. Est-ce que, de ce point de vue, on n'est pas devant un révélateur de la nature fédérale de l'Europe aujourd'hui? C'est-à-dire, même si la France considère qu'un accord est contre ses intérêts vitaux, si les autres veulent lui imposer, ils le peuvent et la France doit céder. Et s'il l'impose provisoirement, ce sera en attendant que la Cour de justice se soit prononcée et surtout que le Parlement européen finisse par décider de sa ratification ou non. Et puisqu'il y a eu une majorité pour voter cette saisine de la Cour de justice, nous espérons refaire une majorité contre cet accord. Et c'était ça, la démonstration déterminante. Une majorité par le Parlement contre la majorité des États. Exactement. Et je crois que de ce point de vue-là, les parlementaires ont joué leur rôle et que la démonstration que nous avons faite, c'est que peser à l'intérieur des institutions, se battre, travailler, convaincre, construire une majorité patiemment, voix par voix, élu par élu, c'est ça qui paye. Vous voyez, moi, je n'ai jamais cru à la logique qui consiste à dire « retirons-nous sur notre Aventin pour nous plaindre de ce que le monde va mal ». Vous n'avez jamais la tentation du Frexit? Vous n'avez jamais la tentation du Frexit en disant « cette structure nous échappe ». Oui. Mais qu'est-ce qui fait que la France est fragilisée aujourd'hui? C'est pas d'abord, vous voyez, ce serait trop facile pour nous Français de nous plaindre d'abord de l'Union européenne. Je n'ai pas dit que ce n'est que l'Union européenne, oui, je dis devant une question comme le Mercosur. Pour répondre à la question que vous posiez, ce qui fait qu'aujourd'hui la France est mise en minorité, c'est d'abord sa propre faiblesse. C'est d'abord ses propres paralysies. C'est qu'encore une fois, quand vous arrivez en Europe en disant à vos voisins « nous faisons 5% de déficit budgétaire » avec une trajectoire qui sidère l'Europe entière. Un député d'un pays voisin me disait « moi je crois que la politique de Bercy, elle s'écrit tous les matins en boîte de nuit à 5 heures du matin sous acide ». Les Européens se disent que les Français sont fous furieux. C'est ça la vérité. Toute l'Europe a peur pour ce qui va arriver à la France. Et donc quand on arrive ensuite à Strasbourg et à Bruxelles en expliquant aux Européens comment il faut décider du commerce international, évidemment qu'ils ne nous écoutent plus. Parce qu'eux, avec les mêmes règles européennes que nous, avec la même monnaie unique que nous, ils sont
exportateurs, ils sont excédentaires commercialement et ils arrivent à investir dans leur avenir pour pouvoir garantir que leur modèle économique continue de se déployer. Je ne dis pas que tout soit parfait en Europe, mais je pense que le premier grand problème de l'Europe aujourd'hui, et d'ailleurs je le dis, c'est assez frappant, la première fragilité de l'Europe aujourd'hui, c'est la faiblesse de la France. L'Europe, le continent européen, et appelez-le d'une manière ou d'une autre, que ce soit Bruxelles, les institutions européennes, que ce soit le continent européen comme une réalité historique, géographique, civilisationnelle. Mais c'est peut-être pas la même chose. Le continent européen. Entre l'Union européenne et la civilisation européenne, il y a peut-être pas un accord intégral. Je suis totalement d'accord avec vous, et malheureusement, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a bien souvent consisté à nier la civilisation européenne. Mais pourquoi ? Aussi à cause de la faiblesse française. Parce que le pays qui a renoncé, le pays qui a refusé qu'on inscrive les racines chrétiennes de l'Europe dans le traité européen, c'était la France. La faiblesse de la France est le grand malheur de l'Europe aujourd'hui. Et moi, je veux d'une France qui demain redevienne forte, parce que l'Europe en a besoin. Comment on fait ? Parce que vous avez dit sur le budget, on connaît tous le constat, moyennant quoi on s'aperçoit que gouvernement après gouvernement, on n'arrive pas à imposer des choix difficiles. On n'arrive pas à notamment baisser les dépenses de l'État. Comment on fait pour que le déficit soit inférieur à 5% et arrive aux fameux 3% qui sont exigés ? Vous savez, cette prophétie magnifique de Solzhenitsyn, le grand dissident de l'Union soviétique qui parvient à passer à l'Ouest et qui, devant les étudiants de Harvard, prononce un discours sur l'avenir de l'Occident. Et Solzhenitsyn leur dit « Je suis plus inquiet pour la démocratie occidentale que pour le monde oriental que je viens de quitter. Pourtant, évidemment, un monde qui était alors sous le joug totalitaire. Parce que ce qui menace vos démocraties, dit Solzhenitsyn, c'est le déclin du courage. Et je pense que ce qui menace la France aujourd'hui, c'est le déclin du courage. Et c'est pour ça que Mais qui a le courage, du coup ? Vous parlez du déclin du courage. Il va y avoir une présidentielle, il va y avoir là des élections municipales. Qui, selon vous, a le courage de faire les réformes nécessaires dont a besoin la France ? Et avec quels moyens ? Parce que là, on voit bien, personne n'a eu le courage, en fait. On a quasiment tout donné aux retraités, qui sont ceux qui votent le plus. On a d'abord tout donné aux socialistes. Parce que c'est la vérité de ce débat budgétaire. Les socialistes avaient deux objectifs majeurs dans cette discussion, augmenter la dépense publique et augmenter les impôts. C'était devenu leur but. Souvenez-vous, ils ont commencé ce débat avec la taxe Zuckman. Ils ont réussi à gagner leur combat sur la suspension de la réforme des retraites. Parce que moi, je suis tout à fait pour que notre pays protège des retraités qui ont cotisé et travaillé toute leur vie. Et maintenant, le vrai devoir pour garantir l'équilibre de notre système de retraite, et ça c'est ce que nous avons toujours défendu, c'est de faire en sorte qu'effectivement, chaque Français travaille un peu plus sur une vie. Je ne parle pas de ceux qui travaillent déjà, parce qu'il y a beaucoup de Français dans ce pays qui travaillent et qui travaillent dur et qui ont du mal à s'en sortir. Pourquoi les LR n'ont pas voté la censure ? Pardon, je termine juste, je parle de tous ceux qui aujourd'hui devraient être en emploi et qui n'y sont pas. Et c'est sortir de cette spirale de l'assistanat et de l'addiction à la dépense publique, qui est aujourd'hui, à mon avis, la maxime fondamentale du courage. Pourquoi les LR n'ont pas voté la censure ? Moi, je l'ai toujours dit, vous voyez, je suis très libre pour vous répondre, j'ai toujours dit que si j'avais été député, j'aurais voté la censure. Je respecte parfaitement le mandat de nos collègues parlementaires, chacun a sa responsabilité devant les électeurs. Je comprends aussi que la situation soit infiniment compliquée, parce que nous avons aussi besoin, parce que quand je rencontre des chefs d'entreprise, quand je rencontre des acteurs du monde de l'industrie, quand je rencontre ceux qui font vivre, par exemple, notre système de défense. J'étais rapporteur au plan européen pour le programme sur l'industrie de défense européenne. Je rencontre les grands acteurs de la défense française. Ils me disent, notre drame, c'est qu'il n'y a pas de budget. Donc il faut que les choses avancent, il faut que les décisions soient prises. La raison n'est-elle pas ailleurs ? C'est pas parce que ces mêmes députés avaient peur d'une censure et peur d'une dissolution ? Vous savez, et peur de se retrouver devant les électeurs ? Vous savez, les députés qui représentent les Républicains à l'Assemblée nationale, s'ils étaient caractérisés par la peur, ils auraient quitté LR depuis très longtemps. Ce sont des résistants, des combattants, des gens qui ont défendu leurs couleurs face au macronisme quand il était triomphant. En attendant, ils sont associés aux socialistes dans ce budget. Non, ils ont défendu évidemment des lignes qui sont très différentes. Et la première d'entre elles, c'est qu'ils se sont battus à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, les parlementaires LR se sont battus contre toutes les augmentations d'impôts que les socialistes exigeaient. Mais c'est le résultat qui compte. À la fin, de toute façon, oui. Non mais ce budget ne sera pas voté. Ce budget n'est pas voté par les députés LR. Voilà. La seule question, c'est faut-il ou non voter la censure ? J'ai donné mon avis sur le sujet. Ça n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de redire, et je pense que c'est ce que disent les parlementaires LR, même ceux qui ne voteront pas la censure, que ce budget n'est clairement pas celui dont la France a besoin. Une pause, et on retrouve François-Xavier Bellamy au grand rendez-vous. Tout de suite. Chez Point S, on va plus loin quand on se connaît bien. Alors jusqu'au 7 mars, pour l'achat de pneus Goodyear, TVA remboursée et 55 week-ends à gagner. Pas de stress, y a Point S.
Saviez-vous qu'en France, un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes? C'est pour ça que Vérissure protège votre maison 24h/24. Dès qu'une tentative d'intrusion est détectée, les agents de télésurveillance analysent la situation, réagissent en quelques secondes et préviennent les forces de l'ordre pour protéger ce qui vous est cher. Rendez-vous sur vérissure.fr ou appelez le 3110. Vérissure, bien plus qu'une alarme. En ce moment, moins 50% sur les packs. Plus d'infos sur vérissure.fr ou au 3110. Hello, toujours fâché avec l'anglais? Essayez Babel, l'appli tout en un pour les langues, conçue par plus de 200 experts. Rendez-vous sur babel.com pour profiter de l'offre. Avant, pour acheter une voiture, vous aviez soit le neuf, plus cher, soit l'occasion, abordable mais on croise les doigts. Heureusement, aujourd'hui, il y a la solution Aramis Auto. Des voitures reconditionnées par des experts avec jusqu'à 200 points de contrôle. Résultat, 1 an de garantie sans entretien et jusqu'à 30% moins cher que la valeur neuve. Trouvez votre voiture reconditionnée sur aramisauto.com. Aramis Auto. Parce qu'être une femme ne devrait jamais être un risque. L'assurance habitation AXA évolue. Elle permet désormais un relogement d'urgence en cas de violence conjugale. 3 mots qui peuvent tout changer. AXA. Très bien, Sphère, montre-moi ce que tu as. Le bâtiment est finalisé à 90%. Chérie? Oui, scanne le livre, s'il te plaît. Échec et maths. Tu m'as laissé gagner? Sphère? Eh oh! Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je pense que t'es amoureuse. Nouvelle Alfa Romeo Tonale et Hybrida, l'intelligence humaine. À partir de 280 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie. Homer, 400 campings, 400 raisons de revenir. Remember how the stars stole the night away. Jusqu'à 1100 km d'autonomie et 1100 souvenirs. Renault, numéro 1 de l'hybride en France. Renault Austral Full Hybrid E-Tech sans recharge. À partir de 360 € par mois, 2 mois de loyer offert. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec François-Xavier Bellamy. Jeudi dernier, à l'Assemblée nationale a été adoptée une résolution appelant au lancement d'une procédure en vue d'inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Laurent Wauquiez, le chef de file LR, a dit qu'ainsi, au moins, la France sort du déni, mais ce n'est qu'une résolution. Y aura-t-il ou souhaitez-vous une version plus institutionnelle ? C'est une résolution européenne qui a été déposée par les députés Les Républicains. Une résolution européenne parce qu'elle demande que ce soit à l'échelle de l'Europe qu'on considère les frères musulmans comme une organisation. Mais c'est une résolution. Mais c'est une procédure formelle, c'est-à-dire que par ce vote, la France demande aux institutions européennes d'engager cette procédure. Et c'est ce que nous allons faire en relayant cette demande des parlementaires LR à Bruxelles et à Strasbourg pour garantir qu'enfin, non seulement la France, mais l'Europe tout entière sortent du déni de réalité sur le sujet. Vous savez, les frères musulmans, je les combats tous les jours au Parlement européen parce qu'ils sont présents dans les institutions européennes. Avec la complaisance un peu des institutions européennes. Et avec une forme d'immense naïveté des institutions européennes, mêlée pour certains de complaisance évidente, en effet. Je pense, par exemple, puisque nous sommes aujourd'hui en train de regarder avec une très grande angoisse la situation du peuple iranien qui est martyrisé par le régime islamiste qui l'opprime depuis si longtemps. Je pense à cette situation révoltante. Il y a quelques années, quand les femmes iraniennes s'étaient dressées après la mort de Mahsa Amini contre le voile qui leur est imposé, la Commission européenne finançait des publicités qui disaient, vous vous en souvenez peut-être, la liberté est dans le hijab. Eh bien, ces publicités, elles n'étaient pas seulement un scandale, elles étaient aussi un symptôme. Le symptôme de cet entrisme patient, très professionnel, très bien financé
d'organisations qui sont directement liées aux frères musulmans. Et dans le cas d'espèce, une association qui s'appelle Fémiso, qui défend un féminisme musulman qui n'est rien d'autre en fait que la banalisation de l'islamisme à l'intérieur de nos institutions. Je vous pose la question de l'efficacité, François-Xavier Bellamy, parce que d'abord la gauche s'est opposée à ce texte à l'Assemblée nationale. Et puis depuis 2019, 429 procédures ont été engagées pour des actes djihadistes en France, uniquement en France. 51 en 2025, c'est une enquête ouverte chaque semaine. C'est pour ça, la question c'est, voilà cette résolution, ça arrive au niveau européen, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ce qui se passe derrière, c'est qu'il faut effectivement qu'au niveau européen, nous obtenions cette classification. Et l'efficacité, elle n'est pas seulement dans les procédures qui pourront être ouvertes, elle est aussi dans le fait que des structures comme celle-là vont être enfin passées sous les radars, qu'on va enfin tracer les circuits de financement. C'est aussi le travail que nous faisons au Parlement européen. Nous avons lancé une commission d'enquête pour le financement des ONG, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder dans ce qui se passe du côté des ONG environnementales décroissantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent dans les ONG liées en réalité à l'islam politique, qui font leur lit en Europe aujourd'hui. Comment comprenez-vous le vote de la gauche qui refuse de marquer de cette manière les frères musulmans ? Écoutez, c'est pas seulement à Paris. Cette semaine, je peux vous raconter cette situation stupéfiante. Cette semaine à Strasbourg, nous avons déposé un texte pour condamner ce que le régime iranien fait à son propre peuple et pour demander à nouveau ce que nous avons demandé il y a 3 ans à une écrasante majorité du Parlement européen, que soient également classés comme une organisation terroriste les gardiens de la révolution iraniens, qui sont en réalité non seulement les bourreaux de leur propre peuple, mais qui menacent aussi nos pays. Parce qu'à travers les milices iraniennes, à travers le Hezbollah qui opprime le Liban, à travers le Hamas bien sûr, à travers les Houthis au Yémen, il y a des forces militaires et paramilitaires qui ont frappé parfois nos pays, le Hezbollah en France, et qui menacent de nouveau le continent européen. Eh bien, dans cette résolution, l'extrême gauche de Mme Hassan a déposé un amendement pour demander la levée des sanctions européennes contre l'Iran. C'était cette semaine. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de ses adversaires, entre guillemets. Comment l'expliquez-vous ? Déloyauté, naïveté, hostilité à l'Europe, esprit de conquête. Comment expliquez-vous un tel vote ? Moi, je vous répondrais, Mathieu Bock-Côté, en réalité, loyauté. Mais d'autres loyautés que les nôtres. La loyauté de Rima Hassan va au régime des Mollahs. Il faut quand même se souvenir que c'est le chef... Donc si elle est loyale à un autre pays que la France, elle est déloyale à la France ? Mais c'est le chef de la République islamique d'Iran qui avait tweeté pour la féliciter de sa flottille vers Gaza. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand le peuple iranien est martyrisé par le régime des Mollahs, on n'a pas vu les députés de LFI organiser une flottille pour aller sauver les civils innocents, les hommes désarmés, les femmes, les enfants qui sont tués par les milices iraniennes aujourd'hui dans le silence le plus total. Et donc la vérité, c'est que leurs loyautés vont à d'autres que celles que nous reconnaissons. Je comprends votre raisonnement. Si c'est une loyauté qui va à d'autres plutôt qu'à la France, est-ce qu'on doit les considérer comme des agents de l'étranger ? Mais il y a aujourd'hui, à travers ce phénomène d'entrisme qu'on décrivait, il y a des phénomènes d'entrisme qui touchent aussi le monde politique. On le voit aux élections nationales à travers cette force politique qui manifestement a décidé de se faire. Mais ça n'est pas nouveau. Vous savez, dans l'histoire de l'extrême gauche française, le parti du régime islamiste iranien, il a déjà été pris par bien des intellectuels de gauche au cours de l'histoire, qui ont contribué d'ailleurs à son installation à travers la révolution islamique. Donc ça n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on a aujourd'hui cet entrisme qui utilise des vecteurs dans le monde politique. Et au plan national, comme d'ailleurs au plan local, aux élections municipales, notre devoir est d'être, et c'est aussi pour ça que cette résolution des parlementaires LR sera si importante, c'est parce qu'au plan local, nous avons aussi le devoir de mettre en lumière les infiltrations de l'islamisme dans les listes électorales, dans les phénomènes électoraux et communautaristes. Pendant que vous dialoguez avec Mathieu Bock-Côté, François-Xavier Bellamy, les auditeurs et les téléspectateurs se disent, mais donc ça veut dire qu'on parlait de Rima Hassan, qu'il n'y a aucune limite, aucun texte qui permet à Rima Hassan d'être sanctionnée, elle a encore sa place dans l'Union européenne en tant qu'eurodéputée, et ça continue comme ça. Moi, j'ai voulu montrer qu'il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir impunément. J'ai déposé plainte contre elle. Ouais. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Le parquet lui-même a engagé des actions judiciaires. La vérité, c'est que je crois que les forces de police ont fait leur enquête, que le travail a été fait. Et je demande aujourd'hui que la justice nous explique où en est l'agenda judiciaire qui est lié à ces nombreuses plaintes. Vous n'avez pas de nouvelles sur ces plaintes ? Aucune nouvelle.
Alors, j'ai eu effectivement l'occasion d'être, c'est public, d'être convoqué par les forces de police. Elle l'a été également, c'est public de nouveau. Où en est maintenant l'action judiciaire? Nous voyons que la justice, dans des cas où des responsables politiques sont en cause, est capable d'aller vite, et parfois même très vite, et de frapper fort, et parfois même très fort. Et peut-être est-ce légitime. Il n'en reste pas moins que dans ce cas d'espèce, il est difficile de comprendre pourquoi les choses tirent autant en longueur. Vous parliez des municipales et l'insécurité en France, et cette femme de 90 ans, victime d'un viol à son domicile à Nice. Le suspect est un homme né en 1997 en Tunisie. Il habitait l'immeuble de la vieille dame. Il l'a contrainte à lui faire une fellation. Il est déféré ce matin devant la justice. Que traduit ce geste barbare et le profil de cet agresseur, François-Xavier Bellamy? Il traduit ce que malheureusement les Français savent très bien et depuis longtemps. Qu'aujourd'hui, notre incapacité, l'incapacité de notre État à lutter contre l'immigration illégale est la clé du malheur des Français et de la souffrance qu'inflige cette impuissance à tant de gens qui, en première ligne, sont les victimes désarmées de cette impuissance migratoire. Là encore, mais dans les prochains mois, vous allez justement à l'Union européenne dévoiler votre stratégie sur la migration en Europe. Alors, c'est pas seulement qu'on va dévoiler une stratégie dans les prochains mois, c'est que dans quelques semaines, on va voter un texte et qu'on est en train, aujourd'hui, tous les jours, de se battre pied à pied pour imposer que la réglementation européenne change du tout au tout en matière de traitement de l'immigration irrégulière. C'est aujourd'hui le grand problème des OQTF que tous les Français connaissent, cet acronyme qui est devenu le symbole de l'impuissance nationale. En réalité, cet acronyme, il est lié à l'impuissance, à la paralysie créée en particulier par le droit européen et la jurisprudence européenne. Aujourd'hui, quand vous interpellez une personne en situation irrégulière, vous lui délivrez un OQTF, le droit européen fait que vous avez l'obligation de lui laisser un délai pour partir volontairement. Le principe, c'est le départ volontaire. Évidemment, vous vous doutez que les personnes concernées ne partent pas d'elles-mêmes, elles profitent de ce délai pour s'évanouir dans la nature. Nous allons renverser ce principe. Désormais, la règle, ce sera le départ forcé et non pas le départ volontaire, avec la possibilité pour les États de retenir aussi longtemps que nécessaire les personnes qui doivent pouvoir être reconduites chez elles. Là encore, le Conseil constitutionnel, l'été dernier, a cassé la proposition de Bruno Retailleau de garder plus longtemps en rétention les étrangers dangereux pour protéger les Français. Eh bien, nous allons vaincre cette décision du Conseil constitutionnel par l'échelon européen. Et puis, vous le savez, il y a aujourd'hui le premier problème pour l'immigration irrégulière, pour lutter contre l'immigration irrégulière, c'est que vous avez beaucoup de pays qui ne coopèrent pas du tout dans la reprise de leurs ressortissants. Prenez l'Algérie, par exemple. L'Algérie ne reprend plus aucun de ses ressortissants qui sont illégalement présents sur le sol européen. Alors vous nommez quelque chose d'essentiel, le rapport de force dont on a beaucoup parlé. Et peut-être même ces 2 dernières semaines, certains plaidaient le rapport de force net, clair, avec les États-Unis. Bon, on l'a vu. Peut-être ce rapport de force ne serait-il pas inutile par rapport à l'Algérie, là où il y a un enjeu national véritable, un enjeu existentiel pour la France? Bien sûr. Et de ce point de vue-là, il y a 2 réponses à ce que je disais à l'instant. La première réponse, c'est que nous allons créer dans ce règlement la possibilité d'expulser une personne en situation irrégulière vers un autre pays que le sien. Ça veut dire que si l'Algérie ne veut pas vous reprendre, eh bien vous irez dans n'importe quel autre pays qui soit volontaire pour vous reprendre. Mais et l'Europe est en train de multiplier pour reprendre. Oui, l'Europe est en train de multiplier des accords avec des pays. Vous regardez ce que l'Italie a fait avec la Tunisie. Eh bien, l'Union européenne a soutenu cet accord avec la Tunisie. Et demain, nous devons pouvoir faire en sorte qu'un ressortissant algérien, si l'Algérie ne le reprend pas, soit reconduit vers un autre pays du continent africain. Tant pis si ce n'est pas le sien, le but c'est que nous puissions mettre un terme à cette impuissance. Il n'y a aucune raison qu'un régime comme celui de M. Tebboune vienne nous dicter sa loi. Et la deuxième réponse à mettre en œuvre, c'est qu'effectivement il faut rentrer dans le bras de fer. Maintenant ça suffit de se laisser dicter sa loi par le régime algérien. Et cela, nous avons le devoir de le faire, là encore au plan européen. Parce que, encore une fois, institutions européennes, Commission européenne, Bruxelles ou pas, la vérité c'est que nous sommes liés par un destin commun sur cette question migratoire. Et on l'a très bien vu, quand dans les dernières années, la France avait tenté d'imposer des sanctions au Maroc qui ne coopérait pas pour reprendre ses ressortissants, les ressortissants marocains demandaient des visas à l'Espagne ou à l'Italie et ensuite arrivaient en France. Et ça ne changeait vraiment rien. Donc si on fait ça pays par pays, on n'y arrivera pas. La clé, c'est que si demain, et ça aussi c'est ce que nous allons imposer par la réglementation européenne, si demain, un pays tiers refuse à un seul État membre de l'Union européenne, comme la France, de reprendre ses ressortissants, aucun pays européen ne lui délivre aucun visa. Eh bien, ce jour-là, je peux vous dire que M. Tebboune pliera, parce qu'il n'a pas envie que Et tous les pays européens vont suivre là-dessus?
Mais c'est ce qu'on va imposer par la réglementation. C'est-à-dire que c'est ce que le Parlement européen va faire. Je suis le rapporteur de ce texte pour mon groupe politique. Et ça va être voté au Parlement européen? Vous pensez que vous aurez la majorité? Et maintenant, c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Nous pouvons avoir une majorité sur ce texte. Nous l'avons montré il y a quelques semaines seulement, puisqu'on vient tout juste de voter un texte sur les pays tiers sûrs, c'est-à-dire un texte qui, là encore, est révolutionnaire sur le plan migratoire, puisqu'il dit que si des personnes viennent d'un pays qui est considéré comme sûr, ils ne peuvent même pas demander l'asile. Ça va désengorger considérablement nos systèmes d'asile. Eh bien, ce vote a été gagné parce que nous avons réussi à faire une alliance avec tous ceux qui veulent une politique migratoire plus ferme. J'espère que ce sera le cas aussi sur la question des expulsions. François-Xavier Bellamy, invité du Grand Rendez-vous. On revient dans un instant. Vendre, la centrale. Acheter, la centrale. Abuser, la centrale. Quelles que soient vos envies, choisir l'expert auto, c'est toujours le bon réflexe. La centrale, ne cherchez plus. Téléchargez l'appli. MMA vous offre jusqu'à 3 mois sur vos contrats auto, habitation et santé. Zéro tracas. J'avance avec MMA. Un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes. Dès qu'une tentative d'intrusion est détectée, les agents de télésurveillance réagissent en quelques secondes et préviennent les forces de l'ordre pour protéger ce qui vous est cher. Rendez-vous sur verissure.fr ou appelez le 3110. La Norvège, avec Hurtigruten, habité tout en haut du monde, le temps d'un voyage. Un aller vers 130 ans d'héritage. Un retour à la magie de l'instant. Un aller vers la gastronomie de la mer. Un retour à la beauté de la terre. Moins 500 € en réservant avant le 10 février. Hurtigruten, l'un des plus beaux voyages du monde à bord de l'Express côtier. Collectionnez les reproductions à l'échelle des avions de chasse et bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Le numéro 1, le Spitfire, 4,99 €. Détendez-vous. Imola. Le design, la technologie, la qualité allemande depuis 1948. Vous aussi, libérez vos boudins de porc grâce à la rénovation énergétique. Avec EFI et son réseau de plus de 5000 artisans partenaires. Le plus beau dans la maison de Sophia Eben, ce n'est pas la vue mer. Ce n'est pas la malle à jouer. Ni le barbecue. Ça pourrait être grisouille, mais non. Le plus beau dans la maison de Sophia Eben, c'est qu'il la prête. Échangez votre maison avec Home Exchange. Home Exchange, une toute autre façon de voir le monde. Tout roule? Oui, oui. C'est plus Fred qui m'inquiète. Figure-toi qu'il a besoin d'un nouveau local. Bon, enfin, avec ses pépins de santé, t'imagines que sa banque va jamais l'assurer sur son prêt. Ils vont le recaler. Bon, monsieur Hervé, j'ai une bonne et une très bonne nouvelle. La bonne, c'est qu'on a terminé. Et la très bonne, c'est que ma banque va pas me recaler, je suis au Crédit Mutuel. Au Crédit Mutuel, nous supprimons le questionnaire médical pour les crédits pro de nos clients fidèles. Alors là, il t'a recalé. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, les échos avec François-Xavier Bellamy, eurodéputé, chef de file des eurodéputés LR et vice-président délégué des Républicains. Ça fait une grande page sur la carte de visite. Le texte sur la fin de vie a été vivement remanié au Sénat, les sénateurs ayant enlevé la substance même avec l'article 4 qui donne accès à l'euthanasie. Ce texte qui est, on le sait, cher à Emmanuel Macron, ça a été une promesse électorale, va mi-février revenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous pensez que ce texte va être à nouveau détricoté ? Moi, je voudrais d'abord dire ma profonde reconnaissance aux sénateurs et plus largement à tous les parlementaires qui se sont battus, de tous les bords d'ailleurs, beaucoup parmi les Républicains, mais de tous les bords, se sont battus pour rappeler ce principe absolument fondamental. Donner la mort n'est pas soigner. Il faut venir à ce débat avec beaucoup d'humilité parce que c'est une question qui est infiniment difficile et qui engage nos vies, qui engage dans l'histoire de nos familles. Beaucoup d'entre nous ont vécu des fins de vie douloureuses. Mais dans ces fins de vie douloureuses, l'urgence pour notre pays, ce doit être non pas d'aider à mourir, mais d'aider à vivre jusque dans l'épreuve, jusque dans la souffrance, jusque dans la dépendance. Aider à vivre, c'est ça qui fait
la grandeur d'un pays. Et moi, ma très profonde inquiétude, c'est qu'à travers ce débat, que tout semble fait pour escamoter, puisque en réalité, on le voit dans les procédures même, on a une espèce d'accélération du calendrier, une obsession, une obstination déraisonnable, pourrait-on dire. Aujourd'hui, l'urgence qu'attendent les Français, ça n'est pas d'abord qu'on vote un droit à mourir, mais c'est d'abord qu'on leur donne à chacun d'entre eux la certitude que quand l'un de leurs proches sera malade, sera souffrant, sera à la fin de sa vie, il sera vraiment accompagné, soutenu, aidé, jusque dans les derniers moments de la vie qui sont encore de la vie. On a aujourd'hui en France des milliers de Français qui auraient besoin des soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. On a une loi, la loi Léonetti-Claes, qui a été votée à l'unanimité du Parlement. C'est rare sur des sujets comme cela. Et qui n'est pas appliquée. Qui n'est pas appliquée parce qu'on ne s'en donne pas les moyens. Et c'est d'autant plus révoltant que ces moyens existent aujourd'hui. Je veux dire par là que on sait soulager la souffrance. On est dans un moment de l'histoire humaine où la médecine sait soulager la souffrance. Et la possibilité de venir en aide à ceux qui en ont besoin, c'est cela que nous devrions collectivement nous donner comme un objectif, pas le fait de se débarrasser de ceux qui gênent parce qu'ils s'obstinent à rester là alors qu'ils sont dépendants, malades ou souffrants. Alors ce sont les sénateurs LR qui ont grandement mené cette bataille pour enlever la substance de ce texte sur l'euthanasie. Est-ce que c'est sur des sujets comme ça que vous comptez, vous, républicains, sur les républicains en général, pour remettre, l'importance de ce groupe et de ce parti politique dans un échiquier politique extrêmement fragmenté où les oppositions d'aujourd'hui, on le voit notamment sur les textes sur le budget, c'est LFI et RN. En tous les cas, sur ce sujet-là, nous pouvons être heureux d'avoir pu compter sur les parlementaires, les républicains, sur la majorité de droite au Sénat, qui a permis qu'effectivement soit rappelé au nom des plus vulnérables, au nom des plus fragiles, ce que Anne Chain-Larché, qui a déposé un amendement en ce sens, a garanti comme un droit au soulagement de la souffrance et pas un droit à mourir. Le vrai droit, il est dans le fait de pouvoir vivre et de vivre dignement. Et c'est la défense de la dignité des plus vulnérables que la France et que la droite doivent mettre au cœur de leur projet. Bien sûr, la question de la fin de vie est une question parmi bien d'autres. Et les questions qui intéressent les Français, d'ailleurs, sont bien plus immédiates. On a beaucoup aussi. dit que la campagne 2022 était beaucoup faite sur des questions économiques et qu'on parle peu des sujets sociétaux, alors que c'est quand même ce qui nous concerne. Qui concerne notre civilisation. Alors, votre position sur la question de l'euthanasie, ce que les autres appellent les soins de fin de vie, pour reprendre la formule, est-ce que c'est une position qu'on pourrait qualifier de conservatrice? Et est-ce que, de ce point de vue, LR, dans le spectre des droites aujourd'hui, représente la frange conservatrice des droites? Mais je ne sais pas si c'est conservateur. Ce que je crois, c'est que ça devrait être la position de tous ceux qui sont attachés à la dignité humaine. Et moi, Sauf que ce n'est pas le cas. Il y a une dimension politique, inévitablement. Oui, mais j'ai été très touché de voir dans ce débat qu'il y avait des parlementaires centristes, qu'il y avait des parlementaires de gauche, qui disent, au nom de nos convictions, nous ne voulons pas d'une société qui dise à ceux qui sont souffrants, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont considérés comme improductifs, vous gênez, allez-vous-en. Cette vision de l'homme, cette vision de la société, cette vision anthropologique, elle ne peut pas être celle que notre pays dessine pour son avenir. Et en réalité, nous le voyons bien, malheureusement, derrière l'obsession idéologique sur le sujet de la fin de vie qui fait que ce sujet serait prioritaire alors que les Français ont tellement d'urgence à traiter aujourd'hui dans leur quotidien. Derrière cette obsession idéologique, il y a aussi un sinistre calcul budgétaire. Quand un pays ne sait plus réformer son système de santé, quand il ne sait plus mettre ses comptes sociaux à l'équilibre, la meilleure manière d'éviter de voir encore s'aggraver nos déficits et notre dette, c'est encore de faire disparaître les malades plutôt que de les soigner. Mais vous pensez sérieusement qu'il y a quelqu'un dans un bureau qui pense à ça, qui a un tableau Excel devant lui en disant « tiens, on va supprimer des gens » ? Vous savez, c'est dans tous les pays où l'euthanasie a été votée, on calcule aujourd'hui les économies qu'elle a permis de faire. Je pense par exemple au Canada. Aujourd'hui, malheureusement... Encore une fois, je le redis, nous sommes devant un grand choix, un choix de responsabilité. J'ai expliqué pourquoi notre devoir était de réduire notre dette et nos déficits, pourquoi nous avions le devoir de maîtriser nos dépenses sociales. Mais à la fin, la vraie question qui nous est posée, c'est devant la souffrance, devant la maladie, devant l'expérience de la mort, est-ce que nous voulons soigner ou est-ce que nous voulons laisser mourir? Et le premier commandement de l'humanité, et ça c'est pas de droite ou de gauche, c'est pas conservateur ou progressiste, le premier commandement de l'humanité, c'est de soigner celui qui souffre, pas de lui montrer la sortie. Je vous entends, mais sachant qu'il y a un clivage politique là-dessus, qu'on le veuille ou non, le président de la République le souhaitait, donc manifestement, il n'y a pas de consensus sur cette position que vous souhaiteriez consensuelle.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est à la recherche du consensus de la prochaine présidentielle, pas du consensus, pardonnez-moi, du clivage de la prochaine présidentielle? Il fut un temps où on disait nationaliste progressiste, populiste, conservateur progressiste, souverainiste européiste. Dans quel clivage vous inscrivez-vous pour exister? Parce que, à ce que je sache, LR n'est pas en position optimale en ce moment. Non, mais LR a une responsabilité absolument déterminante pour préparer l'avenir du pays. Parce que moi, je crois, et j'ai toujours cru, et je continue de croire, que le clivage existe entre la droite et la gauche. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a dans ce pays une gauche qui sait que ce clivage existe et qui a décidé de s'assumer et d'assumer d'être de gauche. Et donc moi, je crois qu'il y a une droite qui doit assumer la cohérence d'une vision de droite. Et alors on fait quoi? On fait une primaire? Le clivage, pardon, je termine juste. Le clivage droite-gauche, en Europe, dans le monde occidental, dans les démocraties occidentales, il s'est toujours organisé. Il a commencé en France autour de cette alternative très simple. Faut-il changer le monde, rompre avec le monde tel que nous le connaissons, imposer un nouvel équilibre, un nouvel ordre, ou bien faut-il au contraire, avec une forme de prudence, transmettre ce que nous avons reçu à ceux qui nous suivront? Eh bien moi, je crois à la nécessité d'une proposition politique de droite. Et je n'ai jamais été macroniste parce que je n'ai jamais cru au en même temps. Je n'ai jamais cru à la fin des clivages. Mais du coup, j'ai un désaccord aussi avec Marine Le Pen, quand elle explique que la droite et la gauche, ça n'existe pas, et qu'elle aussi refuse ce clivage. À la différence alors de Sarah Knafo ou de Marion Maréchal, qui elle, ou Éric Zemmour, qui disent que le clivage gauche-droite existe. Oui, mais du coup, je crois que le débat nécessaire pour nous, c'est d'arriver à reconstruire une proposition de droite. Oui, c'est quelle alliance? Il y a deux curseurs qui sont souvent mis en avant. Il y a de Knafo à Philippe et de Retailleau à Attal. Vous allez me dire ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait repartir des idées, justement? Est-ce qu'on pourrait repartir vous savez très bien comment ça marche. Ça marche avec des incarnations. C'est comme ça. C'est des incarnations, toujours. Moi, j'ai fait le pari depuis des années que c'est en reprenant le parti dont la mission historique est de représenter la droite en France que nous rendrions à tous les électeurs français qui veulent que ce pays se relève une majorité politique pour agir. Mais il faut une figure de proue, François-Xavier Bellamy. Et c'est pour ça que j'ai soutenu Bruno Retailleau pour l'élection interne des Républicains. Et je suis très heureux qu'il ait repris ce parti pour pouvoir réussir à le reconstruire. Je ne dis pas que les Républicains sont dans une position optimale, pour reprendre votre expression. Mais je dis que leur devoir, c'est de retrouver leur cohérence, leur constance, leur clarté pour pouvoir retrouver la confiance des Français, pour pouvoir relever ce pays. Les partis ne sont pas un but, ni les personnes d'ailleurs. Le but, c'est le pays. Le but, c'est de relever ce pays. Et si on parlait un peu moins des étiquettes et un peu moins des individus, pour parler d'abord du pays et des problèmes du pays, je pense que le débat politique en sortirait. Mais la politique est quelque chose d'incarnation. Aussi, l'idée, je vais reprendre la question de Pierre de Villeneuve, l'idée d'une primaire à droite, ça veut dire quelque chose pour vous aujourd'hui ou c'est inutile? En fait, je comprends que la question soit posée parce que la fragmentation est telle et que les candidatures sont manifestement si nombreuses qu'il est difficile de voir comment le chemin va se clarifier. Mais la vérité, c'est que, pour être extrêmement concret, puisque vous me demandez d'être pragmatique, je ne vois pas exactement comment on peut organiser une primaire entre des gens qui, effectivement, aujourd'hui, se reconnaissent bien peu en commun. Je ne vois pas comment on va mettre dans la même primaire un Édouard Philippe, qui est l'héritier du macronisme et qui a été l'un de ses principaux artisans, et une Sarah Knafo, par exemple. Ça a déjà été fait par le passé. On a eu un Juppé, et un Sarkozy, et un Fillon en 2016. Donc entre les deux, il s'est passé pas mal de choses, vous en conviendrez comme moi. Et le macronisme a été quand même une très grande ligne de partage à l'intérieur du pays. Je suis d'accord avec vous sur le fait... Philippe, c'est aussi un héritier du juppéisme. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faudra... en 2027, pour que la France se relève, encore une fois, c'est la seule chose qui compte pour nous. Il faudra que des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron retrouvent des gens qui ont pu voter pour Marine Le Pen, des gens qui tous ensemble votaient auparavant pour la droite française. Et notre devoir, c'est de les rassembler à nouveau. Notre devoir, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent de nouveau à la maison, dans une famille politique qui leur donne le sentiment qu'elle les représente pour de bon. Une seule personne, en fait. Sinon, vous ne les rassemblerez pas. Ça va se... Mais c'est pour ça qu'encore une fois, je le disais, j'ai soutenu Bruno Retailleau pour l'élection interne. Nous verrons maintenant quelle est la suite des étapes. Mais je crois que notre devoir, c'est de continuer de reconstruire cette formation politique. Il nous reste une minute, François-Xavier Bellamy. Je voudrais votre réaction sur les événements de Minneapolis. Mais d'abord, ma première réaction, c'est que je vois, vous savez, je ne vais pas trahir de secret de coulisses, mais nous avons devant nous des chaînes concurrentes d'information qui, depuis que nous nous parlons depuis une heure, ne parlent que de Minneapolis. La chose la plus importante, c'est de parler de ce qui se passe en France, de parler de cette... vieille dame qui malheureusement a été violée, nous en disions un mot tout à l'heure. Il faudrait que ce soit des drames français, que les médias français se concentrent et je suis heureux que CNews et Europe 1 en aient parlé. Cette fracture des États-Unis vous interpelle? Cette fracture des États-Unis, elle est évidemment très, très, très préoccupante. Et je crois que la démocratie américaine vit un moment de
de fracturation comme rarement dans son histoire. Encore une fois, notre devoir est de ne pas être concentré sur le débat politique américain, de commencer par reconstruire notre propre pays. Mais avec toute l'amitié que nous avons pour les États-Unis, nous ne pouvons que souhaiter qu'effectivement la démocratie américaine retrouve sa santé et son équilibre parce que le monde entier en a besoin. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été l'invité du grand rendez-vous européen CNews. Les Échos à retrouver bien sûr en replay pour ceux qui viennent d'arriver, si j'ose dire. Très bon dimanche sur nos deux antennes.